c'est essayer de mieux connaître la pensée économique pour mieux comprendre l'économie. Voilà, donc ça va nous amener à faire un peu un voyage dans le temps. L'idée m'est venue l'année dernière, à peu près à la même époque, quand François Hollande a présenté ses vœux à la presse et qu'il a utilisé une expression qui n'a pas forcément été bien entendue par la majorité des Français, mais qui, pour les gens qui s'intéressent à l'économie, avait du sens. Il a dit l'offre crée sa propre demande. Bon. Pour les économistes, cette phrase, cette citation, en fait, c'est une loi d'un économiste libéral du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle Jean-Baptiste Say, qui n'est pas forcément très connu. Il était aussi industriel dans le sucre. Hein, donc là, ça vous dit peut-être davantage quelque chose. Voilà. Et la deuxième interrogation, suite à cette affirmation du président de la République, c'était de se dire, finalement, les théories économiques, même les plus anciennes, peuvent trouver leur traduction dans les politiques économiques qui sont conduites aujourd'hui. Donc finalement, pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il est sans doute utile d'avoir quelques rudiments, au moins, sur cette histoire de la pensée économique qui existe au moins depuis la Renaissance et même un peu avant, qui est intervenu, qui s'est posé à partir de strates comme ça, qui se sont superposées au fil du temps. Et ça me paraissait intéressant de pouvoir faire ce lien entre la pensée économique et puis la politique économique qui est conduite aujourd'hui. Pas plus tard que cet après-midi, vous l'avez peut-être entendu à la radio, le président de la BCE, Mario Draghi, a décidé de lancer une grande opération de politique monétaire qu'on appelle en anglais le quantitative easing. Bon, je ne vais pas en parler davantage ce soir, en plus on ne sait pas forcément beaucoup de choses sur cette politique, mais elle est d'inspiration keynésienne, très clairement. Et face à lui, pendant des mois, Mario Draghi a dû faire face à l'opposition farouche de l'Allemagne, d'Angela Merkel en particulier, mais aussi des dirigeants de la Bundesbank, qui sont sur une position que l'on qualifie d'ordo-libérale. Voilà. Et ce clivage libéral keynésien, finalement, existe en gros depuis les années 30, du siècle dernier évidemment, et continue à structurer encore pas mal la pensée économique aujourd'hui et les politiques économiques qui sont conduites. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me paraissait intéressant. Je pourrais vous donner d'autres exemples. 2 grands prix Nobel d'économie que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, Friedrich Hayek, un Autrichien, Milton Friedman, un Américain, ont eu le prix Nobel, le premier en 1974, le second en 1976, donc 2 années seulement après. Ils ont profondément influencé et accompagné la politique économique qui a été conduite en Angleterre par Margaret Thatcher et aux États-Unis à partir de 1980 par Ronald Reagan. Voilà, je pourrais comme ça multiplier les exemples. Alors, une petite galerie de portraits d'économistes que vous connaissez peut-être plus ou moins, peut-être pas. Il y en a un qui est peut-être un peu plus connu que d'autres, en haut à droite, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais peut-être les prendre dans la chronologie quand même. En haut à gauche, vous avez Adam Smith, qui est le père du libéralisme, économiste écossais, philosophe également. À l'époque, on pouvait être philosophe et économiste. C'est une époque révolue aujourd'hui. J'en reparlerai. Il est né en 1723, il est mort en 1790. On le considère vraiment comme le père du libéralisme économique. Tout à droite, donc, le barbu, c'est bien sûr Karl Marx, né en 1818, mort en 1883. Donc lui, il a traversé tout le 19e siècle. Il a connu la révolution industrielle, évidemment, qui s'est mise en place au cours de cette période. Et évidemment, Karl Marx est opposé avec force aux thèses libérales qu'un Adam Smith pouvait incarner un peu avant lui. Adam Smith meurt en 1790, donc je l'ai dit, juste au moment de la Révolution française. Hein. Il ne va pas connaître la Révolution industrielle, en fait. Il va mourir vraiment aux prémices de la Révolution industrielle en Angleterre. Donc lui, son libéralisme, c'est plus un libéralisme d'une économie encore largement agricole, alors que le socialisme de Marx va être évidemment très enraciné dans la révolution industrielle. Si je continue dans l'ordre chronologique, en bas, le barbu, Léon Walras, économiste français,
qui est né à peu près 1830, par là, qui est mort en 1910, je crois, qui était un économiste dit néoclassique, un économiste libéral aussi, mais d'une autre génération qu'Adam Smith. Voilà. Il fera partie de ceux qui vont fortement mathématiser l'économie, et j'aurai l'occasion d'en reparler parce que c'est une évolution très très importante. Vous savez peut-être que le prix Nobel 2014 d'économie, qui est un Français, Jean Tirole, est venu à l'économie par les mathématiques. Les mathématiques ont pris une place très très importante dans l'économie à partir de la fin du 19e siècle. Un peu plus haut, avec la moustache, un peu dégarnie, c'est John Maynard Keynes, qui lui est né en 1883, l'année où Marx meurt, et il va mourir en 1946. Donc lui, son champ d'observation, c'est essentiellement l'entre-deux-guerres et en particulier la crise de 29. Voilà. Donc il est encore dans un autre contexte que Marx, et sa théorie économique va être largement conditionnée justement par ce qu'il observe dans les années 30. Il va publier un ouvrage majeur en 1936 qui s'appelle La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Voilà. De Keynes va naître ce que l'on appelle aujourd'hui le keynésianisme en fait. Keynes n'avait pas beaucoup d'admiration pour Marx, même s'il était plutôt pour une intervention de l'État dans l'économie, mais il pensait, lui, que le capitalisme pouvait, en étant sagement aménagé, comme il disait, pouvait être pérennisé. Et ça va être finalement son action d'économiste que d'essayer de trouver les moyens de réguler le capitalisme pour éviter justement qu'il ne sombre comme Marx l'avait lui-même envisagé et prédit. En bas, à gauche et à droite, vous avez les deux économistes libéraux dont j'ai parlé tout à l'heure. À droite, c'est Friedrich Hayek, qui est un économiste autrichien, néoclassique également, comme le français Léon Walras, mais il va naître après Walras, donc c'est la fin des économistes néoclassiques, mais c'est vraiment un libéral pur et dur. Il va écrire en 1944 un livre célèbre qui s'appelle La route de la servitude, où il critique très fortement l'économie centralisée soviétique. Et son libéralisme, très, très prégnant, est à la hauteur de son anticommunisme en fait. Voilà. Il sera prix Nobel d'économie en 1974. Bon. Il va être éclipsé par Keynes dans les années d'après-guerre, mais il va revenir un peu sur le devant de la scène dans les années 70, au moment où le keynésianisme, lui, va être confronté au premier choc pétrolier. Et puis, tout à gauche, vous avez un autre économiste libéral, donc je le disais tout à l'heure, Milton Friedman, que vous connaissez peut-être, il est mort en 2006, prix Nobel d'économie en 1976. Voilà. C'est marrant parce que 74-76, c'est en gros le premier choc pétrolier, et on sent déjà à travers ces deux prix Nobel que le libéralisme, au niveau des idées en tous les cas, est en train de reprendre vraiment de la force. Alors, il n'y a pas de femmes. Alors c'est vrai que c'est pas la journée de la femme aujourd'hui, mais je me suis dit finalement, si j'avais dû mettre des femmes parmi ces économistes, quelles femmes j'aurais pu mettre? C'est vrai qu'il y a assez peu de femmes dans le monde des économistes. Alors, je ne sais pas si les économistes sont machistes ou pas, ou si les femmes s'intéressent peu à l'économie, mais c'est vrai que parmi les grands noms des économistes, on trouve essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, des hommes. Alors, je me suis dit, bon, je vais quand même en trouver quelques-unes que je vais vous présenter tout de suite. Alors, j'ai entouré ces trois économistes-là parce que, je le disais à l'instant, le débat économique aujourd'hui, en 2015, continue à être structuré autour de ces personnages-là. Alors, c'est pas faire offense à Marx ou à Smith de ne pas les intégrer, mais c'est vrai que la politique économique aujourd'hui encore, en France, en Europe, finalement relève d'un arbitrage entre libéralisme et keynésianisme. On n'a pas finalement beaucoup innové depuis la seconde moitié du XXe siècle. Et peut-être qu'il manque de nouveaux économistes qui apporteraient, comme Keynes a pu le faire, des réponses fondamentalement nouvelles à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Alors, quelques femmes économistes. J'en ai trouvé 4, il y en a quand même davantage, mais qui ont pu compter, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Rosa Luxembourg, qui est une révolutionnaire, mais qui est aussi une économiste, disciple de Marx.
qui a prolongé un peu l'œuvre de Marx en écrivant un livre en 1913 assez important, L'accumulation du capital, docteur en économie, bon, mais aussi révolutionnaire comme Marx. Elle va être à l'origine du parti social-démocrate allemand, dans lequel elle va jouer un rôle important. Elle va fonder aussi le parti social-démocrate polonais. Elle va prendre ses distances avec le parti social-démocrate allemand qu'elle ne va trouver pas suffisamment révolutionnaire, et elle va s'engager dans un mouvement à la fois pacifiste et d'extrême gauche. Et elle sera assassinée en 1919. Une deuxième, Joan Robinson, pas forcément plus connue non plus, qui elle est une disciple de Keynes. Elle a travaillé dès les années 30 auprès de Keynes, et elle est morte en 1983, donc elle a eu l'occasion de prolonger l'œuvre de Keynes après la mort de Keynes, puisque Keynes lui est mort en 1946. Elle aurait pu, paraît-il, recevoir le prix Nobel d'économie, puisque le premier prix Nobel d'économie, qui n'est pas un prix Nobel en fait, a été décerné en 1969, et on a pensé, dans les premières années, dans la décennie 70, attribuer le prix Nobel d'économie à Joan Robinson. Et en fait, on ne lui a pas attribué, peut-être parce qu'elle était trop keynésienne dans ces années 70, qui voient le retour des économistes libéraux, c'est possible. Est-ce que c'est parce que c'était une femme? Certains l'ont écrit aussi. Alors une troisième, encore moins connue, c'est Elinor Ostrom. Pourquoi j'ai retenu ce nom? C'est parce que c'est la seule femme qui n'ait jamais reçu le prix Nobel d'économie en 2009. Elle est morte quelques années plus tard, en 2012. Il y a eu à peu près 70 à 75 prix Nobel d'économie décernés depuis la création du prix Nobel d'économie en 1969. Et donc sur ces 70 ou 75 prix Nobel, il y a une femme, une seule à ce jour, Elinor Ostrom. Alors, j'ai regardé parmi tous les Nobel, toutes spécialités confondues, s'il y avait plus de femmes dans les autres Nobel, il y en a un peu plus quand même, mais globalement, c'est 4 à 5% des prix Nobel qui ont été attribués à des femmes. Voilà. Alors, un mot sur le prix Nobel d'économie. Donc, quand Alfred Nobel crée au début du XXe siècle, je ne sais plus en quelle année, 1906 ou 7, je ne sais plus exactement, le prix Nobel, il ne pense absolument pas à l'économie. Pour lui, l'économie n'est pas une science, d'abord. Donc, prix Nobel de médecine, oui, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie, voilà. Et puis, prix Nobel de littérature et prix Nobel de la paix. Voilà, ça s'arrête là. Et donc, il y a une dotation qui est accordée au prix Nobel chaque année, et la cérémonie a lieu à peu près au mois de novembre. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, et je ne saurais pas vous dire pourquoi, en 1969 est créé un prix Nobel d'économie. Bon. Ça pose la question j'y reviendrai, du statut de l'économie, quoi. Parce que accorder un prix Nobel d'économie qui est en fait le prix de la Banque de Suède, qui n'est pas encore une fois en mémoire d'Alfred Nobel, mais qui n'est pas un véritable prix Nobel. Donc, c'est sans doute pour affirmer le caractère très scientifique de l'économie, et la crédibiliser en tant que science. Voilà. Alors qu'on s'interroge encore aujourd'hui sur le statut de l'économie. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est pas une science? Certains considèrent que l'économie relève de l'idéologie. Bernard Maris, récemment décédé, considérait que l'économie était une religion, que le libéralisme et le communisme étaient finalement deux religions qui s'opposaient, mais des religions quand même. Voilà. Donc lui, il refusait, et j'avais lu un de ses papiers quand Jean Tirole a eu le prix Nobel en 2014. Il était à la fois content pour Jean Tirole parce que lui-même était professeur des universités à Toulouse. Voilà. Et donc il avait travaillé dans cette université, il connaissait bien Jean Tirole, mais il n'empêche que pour lui, un prix Nobel d'économie n'a strictement aucun sens. Voilà. Donc il a eu un papier assez difficile. Voilà. Donc Elinor Ostrom, première et seule prix Nobel d'économie femme aujourd'hui. Et puis la dernière, connue ou pas connue, c'est Janet Yellen. Alors elle est la présidente de la Fed. La Fed, c'est l'équivalent de la Banque Centrale Européenne aux États-Unis, quoi. Voilà. C'est la Banque Centrale Américaine, en fait. C'est une économiste, une véritable économiste. Elle est d'ailleurs mariée à un prix Nobel d'économie. C'est sans doute pour ça qu'elle n'aura jamais le prix Nobel également. Son mari
son nom ne vous dira sans doute rien, ou peut-être rien, il s'appelle Akerlof, mais il a eu le prix Nobel en 2001 avec un certain Joseph Stiglitz, que vous connaissez peut-être, ou vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est sans doute parmi les prix Nobel celui qui est aujourd'hui le plus médiatique. Voilà, et qui est un économiste keynésien assez virulent contre la politique économique conduite aujourd'hui en zone euro. Il publie régulièrement des papiers là-dessus. Voilà, un mot sur le statut de l'économie. Est-ce que c'est une science? On ne sait pas trop en fait si c'est une science. En tous les cas, à travers le temps, il y a eu des théories économiques qui se sont accumulées, ça c'est incontestable. Mais quelle est la valeur scientifique de ces travaux, de ces théories? Ça pose encore aujourd'hui question. Est-ce que c'est une science historique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut comprendre l'économie indépendamment de l'histoire dans laquelle nous sommes? Alors, moi je pense que fondamentalement l'économie est une science historique. C'est-à-dire que les théories économiques sont en lien avec les histoires particulières que les peuples traversent à un moment donné. Alors il y a un économiste que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, je vais peut-être revenir en arrière quelques secondes, quand même, c'est le dernier là. Voilà. Excusez-moi, je viens d'y penser, il s'agit d'Amartya Sen, qui est un économiste indien, prix Nobel d'économie également, le seul économiste du tiers-monde aussi qui ait jamais reçu le prix Nobel. Voilà. Et Amartya Sen a reçu le prix Nobel, je crois, en 1998, donc c'est pas très très ancien, et toute sa réflexion économique est directement liée à son appartenance à la société et à l'économie indienne. Voilà. De la même manière que Marx n'aurait pas été Marx sans la révolution industrielle, que Keynes n'aurait pas été Keynes sans la crise de 29, Amartya Sen n'aurait pas été Amartya Sen sans ses origines, son histoire. Bon. On lui doit un certain nombre de travaux, de microéconomie, mais on lui doit aussi, et ça je pense que vous le connaissez, un certain nombre d'indicateurs, notamment l'IDH, l'indicateur de développement humain par exemple, qui est utilisé au niveau des Nations Unies. C'est directement le produit des travaux d'Amartya Sen. Bon, bref. Je reviens donc au problème du statut de l'économie. Moi, je pense que c'est une science historique, mais c'est un point de vue qui est discuté encore aujourd'hui et qui est contesté. Est-ce que c'est une science politique? Voilà, deuxième question. Pendant très longtemps, l'économie s'est appelée l'économie politique. Voilà. À peu près jusqu'à Léon Walras, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a formalisé, mathématisé l'économie et qui est devenue, à ce moment-là, la science économique. Donc le terme de politique disparaît de l'intitulé, et jusqu'à aujourd'hui, encore, le terme que l'on emploie, c'est le terme de science économique, et non plus d'économie politique. Bon, est-ce que c'est une science sociale? Donc quelle est l'influence que peuvent avoir les phénomènes sociaux, les mouvements sociaux sur les théories économiques et aussi sur les politiques économiques qui sont décidées? Là encore, il y a débat. Il y a aujourd'hui en France un débat entre des économistes orthodoxes, comme on dit, qui sont plutôt partisans d'une vision science économique assez neutre, politiquement et socialement, et qui considèrent que les questions sociales ne relèvent pas vraiment du champ de l'économie. Et puis vous avez des économistes en France qui ont constitué un mouvement qu'on appelle les économistes atterrés, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui eux considèrent qu'au contraire, on ne peut comprendre l'économie qu'en l'enracinant dans la structure sociale. Voilà. Et je sais que, pour l'avoir lu dans la presse, qu'une rencontre a été demandée auprès du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Najed Vallaud-Belkacem, pour que soit créée une deuxième branche au sein des économistes, à côté de la science économique, créer une deuxième discipline qui serait économie et société. Voilà. Ce qui créerait une scission dans le monde des économistes, puisqu'actuellement il n'y a qu'une association d'économistes, c'est l'Association française de la science économique, voilà, qui est majoritaire. Mais devant le peu de reconnaissance que ces économistes hétérodoxes, comme on les appelle, ont aujourd'hui dans le débat, eh bien ils ont demandé à ce que soit créée une deuxième école de pensée à l'intérieur des économistes en France. Et je crois savoir que la ministre a refusé la création de cette deuxième école de pensée française, hétérodoxe. Alors, quelques définitions de l'économie, je vais vous en donner deux ou trois. Bon, voilà, ça c'est une définition de la fin du 19e siècle. On retrouve Léon Walras, l'idée que de toute façon, l'économie, c'est une sorte de mathématique qui calcule, donc l'économie calcule, d'où la formalisation mathématique qui va se développer à partir de cette époque. Et on va essayer de voir comment, grâce à ces calculs mathématiques, l'économie va pouvoir être mieux appliquée. Voilà. Donc les mathématiques sont au centre de la science économique dans ce cas-là.
Une autre définition d'un économiste keynésien, et on voit bien les différences qu'il y a, c'est un économiste américain. Voilà, il dit, il est beaucoup plus nuancé, la science économique s'associe les vertus de la politique à celles de la science. Donc il ne renie pas les mathématiques, mais il y a aussi quand même les questions politiques qui se posent et qui font de l'économie une véritable science sociale. Voilà. Donc ça montre bien, encore une fois, le clivage très net qu'il y a à l'intérieur du monde des économistes aujourd'hui. Puis une dernière, que je trouve assez drôle, d'un économiste américain, qui dit un économiste c'est un expert qui saura parfaitement vous expliquer demain pourquoi ce qu'il a prévu hier ne s'est pas passé aujourd'hui. Donc c'est une analyse un peu critique, évidemment, de l'incapacité qu'ont les économistes à prévoir. Il n'y a pas forcément de caractère prédictible dans l'économie. On l'a vu au moment de la crise de 2007-2008, et je vais vous en parler tout de suite en quelques mots. La science économique n'est pas sortie véritablement grandie de la crise de 2007. Alors, vous connaissez peut-être cette anecdote, la reine d'Angleterre, nous sommes le 25 novembre 2008, donc quelques semaines après la chute de Lehman Brothers, donc là on sait qu'on rentre dans une période de crise assez grave. Elle réunit tout l'aéropage des grands économistes anglais, de la London School of Economics, et elle leur dit, mais finalement, pourquoi personne n'a rien vu venir ? Voilà, en disant aux économistes, mais pourquoi vous, économistes, vous n'avez rien vu venir. Il paraît-il que les économistes anglais étaient assez embarrassés pour répondre à la reine. Bon, alors, pour quelles raisons? Alors, j'ai essayé de réfléchir très rapidement. Bon, parce que l'économie, c'est complexe. Franchement, il faut éviter de la simplifier à l'extrême ou de la caricaturer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur les plateaux de télévision, qui tiennent des discours économiques à peu près articulés, à peu près cohérents, mais sur des problématiques assez simples. Dès qu'on rentre un peu dans la complexité, je ne suis pas sûr qu'aucun économiste soit en capacité véritablement de comprendre aujourd'hui l'économie dans un champ plus que mondial, avec de multiples facteurs qui interfèrent dans le champ de l'économie, des événements, y compris géopolitiques, qui des fois peuvent aussi avoir un impact sur l'économie. Donc c'est franchement une discipline d'une très grande complexité, et parfois les économistes manquent, eux, un peu de simplicité et d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître la difficulté de leur discipline. Deuxième raison, les économistes sont aujourd'hui très spécialisés. Hyper spécialisé. Ce n'était pas le cas au XIXe siècle. J'ai dit Marx était philosophe et économiste, Smith était philosophe et économiste. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Quelqu'un comme Jean Tirole, par exemple, il a découvert l'économie sur le tard. Il a fait Polytechnique, c'était un matheux, un mathématicien avant tout, et finalement il est venu à l'économie par les mathématiques. Voilà. Et le profil de Jean Tirole, c'est le profil des économistes que l'on trouve aujourd'hui. Troisième raison, la modélisation mathématique, qui aujourd'hui est enseignée dans toutes les universités. Et pour être un économiste aujourd'hui, il vaut mieux savoir être un expert en mathématiques. Voilà. Et un certain nombre d'intellectuels trouvent très, très excessif ce virage de l'économie vers la formalisation mathématique. Parce que les grands modèles économétriques qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas permis de comprendre la survenue, encore une fois, de la crise de 2007-2008. Donc, à quoi ça sert d'avoir des modèles extrêmement complexes, extrêmement sophistiqués, si c'est pour ne pas se rendre compte que finalement la bourse américaine enregistre des bulles qui, à un moment donné, et là nous sommes à l'été 2007, ont fini par exploser. Donc, la caste des économistes s'est trouvée quand même discréditée, encore une fois, par la crise, et on a remis en cause justement la sophistication de leur modèle mathématique. Et enfin, j'ai peut-être aussi une explication, c'est-à-dire que l'économie aujourd'hui exclut, peut-être un peu moins depuis la crise justement, où on se dit, bon, on va peut-être réintroduire davantage l'histoire, y compris l'histoire de la pensée économique dans les universités, c'est aussi un débat, et on va peut-être aussi réintroduire les sciences sociales au sein de l'économie. Voilà, le mot économie date de l'Antiquité grecque. C'est un philosophe, Xénophon, qui était propriétaire d'un très très grand domaine et qui a pondu un premier ouvrage qu'il a appelé l'économie. L'économie, c'est finalement la contraction de éco, qui veut dire oikos en grec, qui veut dire maison, et puis nomos, c'est la règle, c'est le gouvernement, c'est la gestion. Donc finalement l'économie à l'origine, c'est rien d'autre, étymologiquement parlant, c'est rien d'autre que la gestion d'une maison, la gestion
la gestion d'un domaine en fait. Voilà, c'est ce que l'on appelle une conception très microéconomique. Finalement, c'est une vision très microéconomique. Bon, l'économie, c'est ce que les gens, dans leur famille, la ménagère de 50 ans, etc., font. Voilà, ça c'est la définition à l'origine du mot économie. Bon, avec Keynes et d'autres, on va évidemment aller vers d'autres, vers une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus macroéconomique. Voilà, il y a deux branches dans l'économie, c'est la microéconomie et c'est la macroéconomie. Les libéraux sont plutôt microéconomistes, les keynésiens sont plutôt macroéconomiste en fait. Et là, il y a une opposition qui reste quand même assez forte. Bon, alors, un mot sur le Moyen-Âge, puisque là, quand même, on commence à voir apparaître un petit peu une réflexion économique. Ce n'est pas encore une discipline autonome. Et surtout, il y a la prégnance très forte de la religion chrétienne, et de la morale. Donc, l'économie est soumise au dogme de l'Église à cette époque-là. Et notamment, l'Église catholique va condamner la richesse pour la richesse. Le prêt à intérêt, par exemple, va être pendant des siècles interdit par l'Église catholique. On ne peut pas gagner de l'argent sur l'argent et le temps n'appartient qu'à Dieu. Donc le prêt à intérêt est condamné par l'Église. Bon, c'est drôle parce que dans la finance islamique, on retrouve encore aujourd'hui l'existence de ce prêt sans intérêt. Voilà. L'Arabie Saoudite, qui est riche en pétrodollars, lorsqu'elle effectue des prêts à d'autres pays frères, arabo-musulmans, il arrive très souvent, encore aujourd'hui, que ces prêts soient faits sans intérêt, au nom de la doctrine de l'islam. Le commerce aussi va être interdit par l'Église catholique, ce qui fait que les juifs vont s'en emparer, ils vont devenir des commerçants, les musulmans aussi vont devenir des commerçants, mais à l'intérieur de la chrétienté, le commerce est mal considéré pour des raisons religieuses. Voilà. Alors, bon, il y a quand même des questions à régler, même au Moyen-Âge, même si l'économie n'est pas très ouverte, il faut bien essayer de trouver des solutions à des problèmes qui se posent. Bon. Sous l'Antiquité, l'économie est faite essentiellement par des esclaves, en fait, qui travaillent dans les domaines. Donc l'économie n'est pas très bien considérée sous l'Antiquité. On préfère, dans la cité d'Athènes ou dans celle de Rome, on préfère la poésie, on préfère la musique, on préfère la philosophie, bien entendu, qui est la science mère. On préfère même l'art de la guerre, mais finalement l'économie n'a absolument aucune importance. Et ce sont essentiellement les esclaves qui s'en occupent. Avec Thomas d'Aquin, en particulier l'école scolastique du Moyen-Âge, on va réhabiliter le travail comme une activité que Dieu peut parfaitement reconnaître. Jésus lui-même était un artisan et ses disciples aussi. Voilà. Donc il n'y a pas du tout de contradiction entre le fait d'avoir un travail et d'être libre, bien au contraire. Donc on réhabilite le travail. Deuxième question qui se pose, dans les échanges qui se font quand même dans les foires partout en Europe, même si les économies sont relativement fermées, il y a quand même des échanges qui se font, la question du juste prix se pose. C'est-à-dire lorsque l'on échange, comment fixer la valeur d'un produit contre un autre produit. Voilà. Et Thomas d'Aquin va être un des premiers à proposer ce que l'on va appeler la valeur travail. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui mesure la valeur d'un bien, c'est le temps de travail qui a été nécessaire pour fabriquer ce bien. Voilà. Donc si un bien a mis 2 fois plus de temps à être produit qu'un autre, eh bien il aura une valeur 2 fois supérieure. Voilà. Thomas d'Aquin ajoute, en plus de la valeur travail, il faut aussi tenir compte peut-être des personnes. Peut-être qu'il y a une personne qui est plus riche que l'autre. Si par exemple le vendeur est plus riche que l'acheteur, on peut imaginer que dans un but chrétien, le vendeur baisse son prix pour permettre à l'acheteur de l'obtenir. Et inversement, si c'est l'acheteur qui est plus riche, il peut accepter de payer davantage au vendeur si le vendeur est plus pauvre. Voilà ce qu'il y a derrière cette notion du juste prix. C'est-à-dire que le prix n'est pas fixé de manière définitive, il est aussi l'objet d'une négociation entre acheteur et vendeur. On retrouve ça aujourd'hui encore dans un grand nombre de pays. Et je dirais que même dans le droit français, un prix peut toujours se discuter, se négocier. Et enfin, et ça va aussi être important pour la suite, Thomas d'Aquin légitime la propriété privée. Voilà.
Il rejoint la pensée d'Aristote contre celle de Platon. On dit que Platon a été le premier des communistes. Aristote, déjà, lui, dans ses écrits, défendait la propriété privée et le commerce, et Thomas d'Aquin s'inscrit dans cette ligne. Alors, je vais un peu vite. La Renaissance. Donc la Renaissance, c'est bien sûr des innovations techniques très importantes, et c'est bien sûr la découverte de nouvelles contrées lointaines, et surtout l'ordre du Nouveau Monde, et qui va modifier complètement la perception que les économies européennes, qui restent profondément religieuses, mais qui vont quand même chercher à s'accaparer. La richesse pour la richesse était condamnée par l'Église sous le Moyen-Âge, elle va devenir un objectif en soi. Voilà. Et donc c'est bien sûr l'Espagne, le Portugal, puis la France qui vont essayer d'accumuler le plus possible de ces métaux précieux venus de ces nouveaux continents, en particulier d'Amérique latine, or et argent. Voilà. L'Espagne en premier, elle ne va pas forcément d'ailleurs en faire grand-chose sur le plan économique. La France va profiter aussi de cet or et de cet argent du Nouveau Monde. C'est Colbert qui va profiter de cette richesse pour essayer de commencer à industrialiser un peu le pays, d'où le nom de colbertisme qu'on rencontre aujourd'hui. Voilà. Antoine de Montchrétien, qui est poète et économiste. Vous voyez, on pouvait aussi être poète et économiste. Qui est conseiller, je crois, du roi Louis XIII, qui va dire « Ceux qui sont appelés au gouvernement des États doivent en avoir la gloire, l'augmentation et l'enrichissement pour leur principal but. » Donc les choses sont claires. L'enrichissement doit se faire ici, mais au profit des princes. C'est-à-dire que l'économie devient politique, mais elle est au service des princes. Voilà. Et les pays d'Europe se font régulièrement la guerre, ils ont donc besoin les uns et les autres de pouvoir s'enrichir le plus possible pour pouvoir conquérir de nouveaux territoires. Cette période de la Renaissance lance peut-être la première grande théorie économique, peut-être que ça vous dit quelque chose, on l'appelle le mercantilisme. C'est un système économique assez fermé, assez protectionniste. On utilise encore le terme de mercantilisme aujourd'hui, ou de néo-mercantilisme, pour caractériser cette période. On essaie de s'enrichir le plus possible, donc de faire rentrer le plus possible des métaux précieux, mais on essaie d'exporter le plus possible par ailleurs, mais d'importer le moins possible de produits en dehors de l'or et de l'argent de l'autre côté. Voilà. Donc c'est un système assez protectionniste, assez fermé en fait, et qui va exploser littéralement avec les idées du XVIIIe siècle, avec la Révolution et le mouvement des idées. Voilà. La philosophie des Lumières, donc là on est en plein XVIIIe siècle, c'est vrai en France, c'est vrai aussi en Angleterre, et ce sont sans doute les deux pays qui au cours du XVIIIe siècle vont afficher de nouvelles idées, en rupture avec les siècles passés. Il y a vraiment un processus de sécularisation, la religion perd beaucoup de son importance à partir du XVIIIe siècle, les idées de liberté individuelle, de droit naturel, de tolérance religieuse, Voltaire, de séparation des pouvoirs, Montesquieu, enfin bon, un certain nombre de philosophes français, anglais, Hume, Hobbes, vont incarner cette révolution au niveau des idées, et qui va introduire aussi le libéralisme à la fois sur le plan politique et aussi évidemment sur le plan économique. Ce XVIIIe siècle, c'est aussi l'émergence d'une nouvelle classe, une bourgeoisie d'affaires, industrielle, financière également, qui va commencer à entrer en conflit avec l'aristocratie, qui elle est quand même sur le déclin. Il va y avoir là vraiment une opposition très forte entre ces deux classes, et la Révolution française va être la victoire finalement de cette nouvelle classe bourgeoise sur l'ordre ancien incarné par cette aristocratie. Bon. Ce n'est pas pour autant que 99% de la population vit bien, et on commence à s'en apercevoir. Un économiste français, François Quesnay, médecin et économiste, médecin du roi Louis XV, lui, il va écrire au roi cette phrase qui est restée célèbre: « Pauvres paysans, pauvre royaume, pauvre royaume, pauvre roi ». Donc l'économie politique peut être au service du roi, bien sûr, mais elle doit aussi quand même commencer à s'intéresser d'un peu plus près à la condition des gens, des sujets de Sa Majesté qui vivent de plus en plus mal
dans le pays. Bon, une trentaine d'années après, il y aura évidemment la Révolution française. Voilà, donc il y a un peu un élargissement du concept d'économie politique. Hein, il y a en tous les cas une interrogation pour essayer d'étendre cette économie, en faire profiter également le peuple. Voilà. On arrive à la Révolution. Il y a 17 articles dans la Révolution, j'en ai pris 2. Le deuxième, pour bien montrer à quel point ce mouvement des idées, finalement, s'est trouvé imprimé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Donc, tout ce qui apparaît sur le slide précédent, hein, c'est-à-dire la reconnaissance des droits naturels, la liberté, la séparation des pouvoirs, tout ça, ça se retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, alors j'ai retenu ces 2 articles, pourquoi? Parce que sur le plan économique, ils ont évidemment leur importance. Hein, lorsque l'on dit ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, voilà, on jette les bases là du libéralisme sur le plan politique et plus encore sur le plan économique. Hein. On retrouve finalement le rôle de l'État qui se dessine ici, parce que l'État a quel rôle? Garantir la liberté, première fonction. Deuxième fonction, garantir aussi la propriété. La sûreté, c'est la sécurité intérieure. Hein, et la défense, c'est la résistance à l'oppression. Donc on retrouve finalement les missions, ce qu'on appelle les missions de l'État gendarme libéral. Il n'y a aucune mission de l'État dans l'économie, hein, puisque l'économie, elle échappe totalement au niveau du pouvoir politique. Hein, ce qui sera le cas pendant un certain nombre de siècles, jusqu'aux années 30, 40, d'après-guerre, où là l'État va commencer à intervenir, avec Keynes finalement, va commencer à intervenir dans l'économie, et ça va donner ce que l'on appelle aujourd'hui la politique économique. Bon, la propriété est un droit inviolable et sacré, et nul ne peut en être privé. Voilà. Donc le modèle économique qui se dessine au moment de la Révolution, hein, c'est vraiment un modèle économique fondé sur le libéralisme économique. Voilà, donc le libéralisme, il apparaît dans cette période, dans ce XVIIIe siècle, en France, en Angleterre. Certains auteurs disent que le libéralisme économique est né en France même, que les plus grands économistes libéraux, en tous les cas les premiers économistes, sont français. Bon. Et les libéraux américains connaissent beaucoup mieux les premiers libéraux français que même en France, souvent, on les connaît, ils sont finalement aujourd'hui assez oubliés. Alors, le premier mouvement libéral va s'appeler la physiocratie. Physio comme pouvoir, ou gouvernement, comme nature, et cratie comme pouvoir. Voilà, c'est le gouvernement de la nature. Donc on reprend l'idée d'un ordre naturel des choses, en fait, de lois naturelles, hein, et qui vont finalement donner le socle de ce que doit être le système économique. C'est un mouvement libéral sur le plan économique, mais ce n'est pas un mouvement libéral sur le plan politique. On n'en est pas encore à associer libéralisme économique et libéralisme politique, puisque les physiocrates sont partisans de la monarchie absolue. Hein. Et François Quesnay, donc cet économiste médecin, le dit très clairement en 1758, il faut vraiment que l'autorité souveraine politique soit unique. D'accord ? Mais par contre, sur le plan économique, là, clairement, le libéralisme va s'affirmer progressivement dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. Un certain nombre de ces économistes, Turgot par exemple, va même devenir ministre de Louis XVI en 1774, et il va faire la promotion de la liberté des denrées, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de prix qui étaient administrés, hein, par la monarchie, et lui va prôner finalement que les denrées puissent être vendues sur un marché libre. Voilà. Et ce qui va provoquer des chutes de cours qui vont conduire aussi un certain nombre de paysans finalement à s'opposer à ce libéralisme économique naissant, et ce sera aussi une des raisons des graves crises de la fin du XVIIIe siècle qui vont conduire à la Révolution française. Donc on a déjà dans la politique économique de Louis XVI, à la fin de son règne, les premières applications de ce libéralisme économique. Voilà. Alors il y a Dupont de Nemours qui a une phrase qui est assez intéressante. Il dit finalement l'ordre naturel, c'est la constitution physique que Dieu lui-même a donnée à l'univers. Voilà. C'est intéressant de s'arrêter un instant sur
cette définition de l'ordre naturel, vous voyez que la référence à Dieu, elle est présente dans le libéralisme naissant, en tous les cas. Il va y avoir une sécularisation qui va se faire, mais au début au moins, la référence à Dieu, à la religion, à cet ordre naturel transcendant, finalement, s'impose à tous les hommes. Et finalement, les lois de l'économie rentrent, comme les lois de la physique, comme les lois de l'astronomie. C'est-à-dire, entre les lois de l'économie et les lois de la gravitation, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Donc il faut maintenir l'équilibre à l'intérieur de l'économie, comme cet équilibre est maintenu dans les autres sciences. En astronomie, en physique, on retrouve la physique de Newton, finalement, est assez proche de la conception que l'on a de l'économie. Voilà. Ça veut dire que l'économie va s'auto-équilibrer. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il ne faut pas d'intervention extérieure dans l'économie, parce que ces interventions vont rompre ou vont remettre en cause cet ordre naturel des choses. Voilà. Et donc c'est pour ça que le libéralisme au départ est quand même un peu d'essence religieuse de ce point de vue. Et l'institution qui va jouer ce rôle finalement d'assurer à l'économie son équilibre, c'est le marché. Voilà. Et je vais y revenir. Voilà. Donc le monde est gouverné par des lois physiques et morales qui sont immuables. Et l'économie rentre dans le champ de ces disciplines-là. Donc le marché tout de suite va devenir pour les libéraux, pour les premiers libéraux, l'institution centrale de cette économie qu'on n'appelle pas encore capitaliste, mais en tous les cas libérale, parce que le terme de capitalisme va apparaître un peu après. On préfère parler de libéralisme. Donc le marché, c'est l'institution centrale. Il faut un environnement concurrentiel pour que le marché fonctionne bien. Il faut encourager la concurrence le plus possible. Ça veut dire déprotéger. La loi Le Chapelier de 1791, par exemple, va complètement dans ce sens. Avant la loi Le Chapelier, les marchés, les secteurs économiques sont protégés. C'est pour ça qu'on a comparé la loi Macron un peu à la loi Le Chapelier il n'y a pas très très longtemps. Il s'agit de déréglementer, de déprotéger un certain nombre de secteurs qui étaient à l'époque fortement protégés. Donc la loi Le Chapelier va introduire en 1791, donc on est au tout début de la Révolution française, à son niveau, va introduire la liberté sur les marchés. Voilà, il y a un économiste français qui n'est absolument pas connu. En France, très connu aux États-Unis, c'est même un des économistes libéraux français les plus connus, qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui est donc de la première moitié du XIXe siècle, et qui écrit cette phrase « détruire la concurrence et tuer l'intelligence ». Donc, voilà, donc il faut ouvrir, il faut en finir avec le système mercantiliste, les protections que l'on a connues pendant un siècle et demi, à la Renaissance. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres, et finalement on pense que le progrès, parce que derrière il y a l'idée de progrès, d'augmenter les richesses du pays, eh bien passe par cette libération de l'économie. Et donc la propriété privée, elle est constitutionnalisée, je dirais, dans la Déclaration des droits de l'homme, est au cœur aussi de ce dispositif. Donc on a marché, concurrence et propriété privée. Adam Smith, l'économiste de profil que je vous ai présenté tout à l'heure, le dit clairement. On ne peut pas attendre des régisseurs de l'argent d'autrui qu'ils apportent dans le maniement de leurs affaires autant de vigilance que s'ils employaient leur propre argent. Donc si on veut que l'économie soit efficace, eh bien il faut qu'elle soit confiée à ceux et à celles qui ont quelque intérêt à faire prospérer leurs propres affaires. Et comme ça, l'économie ne s'en portera que mieux. Alors, ça c'est ce que l'on appelle aussi la parabole du boucher, qui est toujours dans la même œuvre d'Adam Smith, qu'on a ressorti il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai aussi entendu à la radio, je crois. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière, du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Voilà. Ça veut dire en clair que chacun, en cherchant à maximiser son intérêt, finalement, par une espèce de main invisible, le concept de main invisible d'Adam Smith, va générer un intérêt collectif, un intérêt général, sans le vouloir, sans même peut-être le savoir, mais en laissant les individus libres de maximiser leur propre intérêt, eh bien, un peu par magie, je dirais, grâce à cette main invisible, eh bien,
ça permettra d'accroître considérablement les richesses et de conduire l'humanité vers le progrès social. C'est ça un petit peu l'idée qui est derrière. Il n'y a pas de démonstration véritablement d'Adam Smith, mais il y a cette intuition qu'il faut donc favoriser par le marché cette main invisible. D'accord ? Donc l'État, lui, évidemment, est complètement absent de ce schéma économique. Encore une fois, les forces stabilisatrices du marché sont suffisantes pour apporter la prospérité économique. Voilà, fondamentalement, c'est cette philosophie qui est fortement ancrée dans la France et dans l'Europe même du 19e siècle. Donc l'État, lui, dans tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand-chose. Il y a des impôts quand même qui existent. Ce ne sont pas les impôts modernes d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de CSG, évidemment. Mais il y a des impôts quand même qui sont prélevés, en particulier sur les paysans, ou sur le sel, etc. Bon. Mais finalement, l'État a assez peu de moyens. Il est très endetté souvent. Louis XIV, quand il meurt, il laisse les caisses de l'État complètement vides. Je dirais que pendant tout le XVIIIe siècle, et même en tous les cas pendant tout le XVIIIe siècle, les rois et leurs intendants n'auront de cesse que d'essayer de renflouer les caisses de l'État. Voilà. La dette française que l'on connaît actuellement n'est pas, de ce point de vue, franchement, une nouveauté. Bon, donc l'État a très peu de moyens, il est très endetté à cause des guerres, essentiellement. Évidemment, l'État n'est pas social, c'est pas un État-providence comme on connaît aujourd'hui, donc c'est pas une dette sociale, c'est vraiment une dette militaire plutôt. Donc on doit limiter l'État à quelques fonctions régaliennes, c'est ce que je disais tout à l'heure, la sécurité des personnes et des biens, défendre la propriété privée, y compris par la police, la défense extérieure par rapport à des attaques qui pourraient venir d'autres pays, mais ça se limite finalement à ça. Donc je termine un petit peu de définir le champ de ce libéralisme naissant du XVIIIe et XIXe siècle, et je reviens là à mon Jean-Baptiste Say, puisqu'il y a aussi la question donc, de l'efficacité économique. On a vu que l'entreprise était au cœur du dispositif, que le marché était au cœur du dispositif, que les intérêts des individus étaient au cœur de ce dispositif. Et donc la question de la création de richesses est centrée plutôt sur l'offre que sur la demande. Voilà. Les libéraux, et encore aujourd'hui, dans le débat actuel en France, il y a toujours aujourd'hui cette opposition entre est-ce qu'il faut favoriser une politique de l'offre, sous-entendu en direction des entreprises, pour qu'elles soient plus compétitives et qu'elles permettent de générer de la richesse, ou est-ce que le problème de la France ou de l'Europe aujourd'hui, c'est un problème qui est lié à la demande. Ça c'est keynésien, on y viendra plus tard, mais les libéraux considèrent que finalement c'est l'offre qui conditionne la demande. Alors que Keynes dira non, c'est la demande qui conditionne l'offre. Voilà, donc il va inverser ce schéma. Voilà, et donc il y a cette phrase de Jean-Baptiste Say, donc cet industriel économiste français de la fin du XVIIIe, début XIXe, qui dit en 1803 l'offre crée sa propre demande. Voilà. Donc ça veut dire que, encore une fois, dans la bouche de François Hollande, c'est pour ça qu'on a parlé d'inflexion de la politique économique de la France à partir de ce moment-là. C'est vrai que l'année 2014 a décliné politiquement et économiquement, finalement, cette citation de François Hollande du début de l'année. C'était pas neutre d'utiliser cette citation de Jean-Baptiste Say, et derrière, on a bien vu qu'il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises plutôt en faveur de l'offre des entreprises et plus en faveur de la demande. Donc il y a eu une inflexion assez nette qui a fait dire d'ailleurs à beaucoup d'observateurs qu'on était passé d'une social-démocratie, où là c'est plutôt l'optique demande qui est privilégiée, à une optique plutôt social-libérale, où là c'est plutôt la politique de l'offre qui l'emporte sur la politique de la demande. J'aurai l'occasion d'y revenir, peut-être pas aujourd'hui, mais une fois prochaine. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant que dans cette économie, il n'y aura pas de crise ? Si, il peut y avoir quand même des crises. Mais ce qui est très important, c'est laisser le marché autoréguler lui-même ce phénomène de crise. Et
on sortira à un moment ou à un autre de la crise sans intervention extérieure. Donc le marché a une capacité autorégulatrice. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre aussi dans le libéralisme d'aujourd'hui, parce que ça veut dire que toute intervention de l'État dans l'économie, pour des économistes libéraux, est suspecte. Au mieux, au pire, elle est inefficace et coûteuse. Hein. Bon. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, d'intervenir en 2007-2008 au moment de la crise financière, les États sont intervenus massivement. Hein. Bon, il y a eu des économistes libéraux, français, américains, anglais, allemands, qui ont considéré que l'intervention des États à ce moment-là n'était pas appropriée et qu'elle risquait d'amplifier encore un peu plus la crise et qu'il fallait laisser l'économie naturellement purger ses excès. Hein. Lehman Brothers, banque américaine, était en crise, en situation de liquidation même. Bon. Est-ce qu'il fallait ou pas sauver Lehman Brothers? Septembre 2008. Bon. Il y a une réunion auprès de George Bush à ce moment-là, et on hésite sur le fait de savoir si on doit laisser Lehman Brothers mourir. Après tout, elle meurt par où elle a péché. Hein, c'est très judéo-chrétien finalement de ce point de vue. Hein, puisqu'on sait qu'elle a trempé dans les subprimes, qu'elle a eu une gestion pas très rigoureuse. Et donc, si on veut être libéral jusqu'au bout, on dit finalement, on lâche Lehman Brothers. Et c'est ce qui s'est passé. Bush a dit, on ne sauve pas Lehman Brothers. Bon, donc Lehman Brothers a disparu. Il y avait d'autres banques américaines, d'autres grandes institutions financières américaines qui étaient à peu près dans la situation de Lehman Brothers à l'époque. Donc la question, si on voulait laisser le capitalisme purger par lui-même les excès de la finance, il fallait laisser tomber toutes les grandes autres institutions financières américaines qui étaient elles aussi compromises dans la crise des subprimes. Et finalement, là, les autorités américaines ont reculé. Toutes les autres banques, institutions financières ont été sauvées par l'administration américaine. C'est-à-dire que, après avoir lâché Lehman Brothers, il y a eu un effet de crise un peu systémique qui s'est répandu un petit peu comme une traînée de poudre un peu partout dans le monde capitaliste, et on s'est dit non, on a fait une erreur, donc les autres institutions financières, il va falloir les sauver. Voilà. Donc on avait commencé par appliquer les principes du libéralisme, et finalement, juste après, ce sont les États qui sont intervenus aux États-Unis très massivement. On est à la fin du règne de George Bush, et surtout l'élection d'Obama va arriver juste après, et Obama va lancer des plans à la fois au niveau budgétaire en direction des banques et même de l'économie en général. L'industrie automobile américaine a été aussi en partie sauvée par l'administration américaine d'Obama. En France, même si Nicolas Sarkozy a été élu plutôt sur des bases libérales en 2007, la crise de 2008 va l'amener à prendre un costume assez keynésien, pour le coup. Et on va voir la même chose en Angleterre, on va voir la même chose en Allemagne, même en Chine, où la croissance ralentit, les autorités politiques chinoises interviennent. Voilà. Mais dans la théorie libérale, encore une fois, les crises peuvent exister, mais elles ne seront que provisoires. Voilà, je vous explique pourquoi. Imaginons une situation de crise. Bon. L'activité baisse. Bon, jusque-là, tout va bien, tout est normal. Si l'activité baisse, il va y avoir moins d'investissement dans l'économie. Donc le taux d'intérêt qui détermine finalement le coût du crédit, s'il y a moins de demandes de capitaux, le taux d'intérêt va baisser. C'est-à-dire que le loyer de l'argent va baisser. Donc le prix du crédit, le coût du crédit va devenir moins cher. Jusqu'à un moment, il sera tellement bas qu'il y aura naturellement une reprise de l'investissement, qui sera permis justement par la faiblesse de ces taux d'intérêt. Les investissements coûtant moins cher, les entreprises vont recommencer à investir parce que ça leur coûtera moins cher. Voilà. Donc il faut laisser ce temps qui doit permettre au taux d'intérêt de baisser suffisamment pour rendre les investissements à nouveau rentables. Voilà. Côté marché du travail, c'est la même chose. S'il y a une crise, une baisse de l'activité, il va y avoir une augmentation du chômage. Eh bien, on va laisser le marché jouer son rôle. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée, en théorie, je ne dis pas que dans la pratique les choses se passent comme ça, mais en théorie, il faut laisser le prix du travail baisser. Voilà. Jusqu'à quel niveau, on ne sait pas. Hein. Et il arrivera un moment où le prix du travail sera tellement bas
que finalement, il redeviendra intéressant pour les entreprises d'embaucher. Voilà. Et donc, il y a une sortie de crise. Alors la question est de savoir combien de temps ce phénomène va durer. Est-ce qu'il va être supportable socialement? Est-ce qu'il va être supporté politiquement? Évidemment. Dans la crise de 29, c'est ce schéma qui a été appliqué. Et Keynes a écrit la théorie générale justement pour dire mais vous faites une connerie monumentale. Il ne faut surtout pas laisser la situation se dégrader ainsi, parce que vous ne sortirez jamais de la crise. Au contraire, on le verra dans la prochaine séance, mais au contraire, la crise engendre la crise. Voilà ce que va dire Keynes. Et il va aller voir le président des États-Unis, donc nous sommes peut-être dès 1930-31, et il va faire un certain nombre de préconisations aux États-Unis en disant il faut que vous relanciez l'activité dans votre pays. Hein. Acceptez même à la limite que votre déficit budgétaire se creuse, c'est pas grave. Hein. Lorsque la prospérité reviendra, vous épongerez ces déficits accumulés. Mais surtout, intervenez, lancez des politiques de grands travaux. Hein. Par exemple, l'administration américaine va refuser. Et Keynes va repartir. Il va revenir. Parce que la règle libérale de l'époque, c'est aussi l'orthodoxie budgétaire. C'est aussi l'idée qu'un budget doit être à l'équilibre. Toujours. Voilà. Et les préconisations de Keynes, évidemment, creusent les déficits. Et ça, l'administration américaine ne peut pas l'accepter. En France, la crise, elle va arriver peut-être dans les années 32-33, un peu plus tard quand même. Hein, tant que ça traverse l'océan, il s'est passé quelques années. Bon, lorsque la crise arrive, le réflexe est de dire, pareil, on laisse le mécanisme de la résolution naturelle de la crise. Donc, baisse des salaires. C'était une politique de déflation salariale, comme on dit. Celle que la Grèce, l'Espagne, le Portugal connaissent d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Il y a eu une déflation salariale, c'est-à-dire une baisse des salaires assez importante. Voilà, en 1935, c'est la fameuse déflation Laval que la France... et qui finalement ne va pas forcément nécessairement, et la question se pose aujourd'hui de la même manière pour ces pays du sud de l'Europe, finalement la situation en France dans les années 30 ne va pas s'améliorer. Et elle va même conduire en 1936 à l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Bon, mais il y a cette idée, et elle est toujours ancrée aujourd'hui dans les têtes des économistes libéraux, ou des libéraux en général, c'est que mieux vaut finalement ne pas intervenir, ça va être douloureux, mais le fait d'intervenir sera pire encore. Voilà. Donc les États ne savent pas faire. Hein, c'est un discours que l'on entend régulièrement, pour ne pas dire systématiquement. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de Walras, économiste français. On avance un petit peu dans le temps et on va arriver à la fin du 19e siècle. Bon. Donc j'ai dit tout à l'heure que l'économie était une science finalement assez proche de la physique, on dirait une science pure, mathématique. Et les lois de l'économie sont des lois universelles, ahistoriques, anhistoriques, en dehors de l'histoire. Bon. Ce qui est évidemment contesté par beaucoup d'économistes. Voilà, c'est ce que dit Léon Walras, le petit barbu que vous avez vu tout à l'heure. L'économie, c'est comme l'astronomie, comme la mécanique, une science à la fois expérimentale et rationnelle. Voilà, c'est une science dure. Donc, l'économie est une science de l'équilibre, comme la physique de Newton est une science de l'équilibre aussi. Hein. Donc encore une fois, il y a cet ordre naturel qu'il faut préserver et surtout se garder d'intervenir. Et que doit faire l'économiste pour essayer, lui, c'est simplement de comprendre ces lois de l'économie, voilà, de les mettre à jour, de les révéler. Mais surtout ne pas intervenir encore une fois. C'est-à-dire ne pas faire des préconisations d'intervention dans cet ordre qui de toute façon est un ordre naturel, et encore une fois, qui est un ordre efficace. Donc c'est très important de comprendre ce cheminement de l'économie qui part de lois un peu divines pour descendre vers des lois naturelles, pour descendre au marché finalement et au caractère autorégulateur de l'économie, puisqu'elle est apparentée aux autres sciences de l'époque qui sont elles-mêmes des lois, enfin des sciences naturelles. Alors je vais prendre un exemple. Ça c'est un graphique que tous les étudiants en économie connaissent,
qui date de la fin du 19e siècle, que l'on doit à un économiste néoclassique anglais, Marshall. On appelle la croix de Marshall. Bref, voilà, là on est sur le marché du travail, et on dit, bon, finalement, sur ce marché du travail, il y a deux acteurs. Il y a des salariés et il y a des entreprises, des employeurs. Les salariés, c'est la courbe verte qui monte, c'est l'offre de travail. Bon. Et on dit, ce qui paraît assez rationnel, que finalement, les salariés seront d'autant plus nombreux sur le marché du travail que leur salaire sera élevé. Donc plus le salaire monte, finalement, et plus l'offre de travail de la part des salariés est importante. Par contre, inversement, pour les entreprises, il y a une relation inverse, c'est-à-dire que plus le prix du travail augmente et plus la demande de travail, elle, diminue. Donc la demande décroît, c'est les entreprises, et l'offre augmente, ce sont les salariés. Et si on laisse le travail jouer son rôle, on va arriver à une situation d'équilibre, à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que l'offre va rencontrer la demande. Voilà. Et cette situation d'équilibre, c'est l'intersection entre l'offre et la demande, et on va avoir un certain niveau d'emploi, et on va avoir un certain salaire sur le marché. Mais ça, c'est le marché qui va le déterminer, hein. Le marché seul. Bon. Ce débat sur la liberté de fixation du prix du travail, il existe encore aujourd'hui. Hein. Tous les pays en Europe n'ont pas, par exemple, de salaire minimum. Hein. L'Allemagne a adopté un salaire minimum au 1er janvier de cette année-là, hein, 2015. Mais il y a des mini-jobs en Allemagne, aujourd'hui, qui sont à 4, 5 euros de l'heure, par exemple. Bon. Alors, on est à une situation d'équilibre. Est-ce que ça veut dire que tous les salariés qui cherchaient du travail vont trouver du travail? Non. Ne trouveront du travail que ceux qui accepteront de travailler au prix du marché. Voilà. Si c'est 5 euros l'heure de travail, tous ceux qui accepteront de travailler pour 5 euros de l'heure travailleront. Ceux qui voulaient travailler au moins à 8 euros, ils ne travailleront pas. Est-ce qu'ils seront pour autant considérés comme chômeurs? Non plus. Ils refusent de travailler au prix du marché, on les considère comme des chômeurs volontaires. Voilà, c'est ce que dit la théorie économique, hein. Je n'invente rien. Bon, imaginons maintenant que l'État fixe un salaire minimum, justement au-dessus du prix du marché, c'est-à-dire pour éviter que les gens ne travaillent à des prix trop bas. 1 euro, 2 euros, 3 euros de l'heure, on va fixer un salaire minimum que l'on va garantir. La France l'a créé en 1950, le SMIC. Aujourd'hui, le SMIC, puisqu'il est devenu SMIC en 1970, il est aux alentours de 9,60 euros peut-être de l'heure. Combien ? 9,63 de l'heure. Voilà, donc en théorie, ce qui n'est pas forcément vrai en pratique, le prix du travail ne doit pas être inférieur à ce salaire minimum. Voilà. Mais on crée une rigidité sur le marché du travail, parce que ça veut dire qu'on va empêcher le prix du travail de baisser. Hein, si on fixe ce prix plancher. Hein. Et on voit bien qu'on crée une situation de déséquilibre ici. Parce qu'à ce prix-là, supérieur au prix du marché, la quantité offerte est très supérieure à la quantité demandée. QO est très supérieur à QD, ce qui est assez logique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés qui sont prêts à travailler à ce prix-là, mais il y a assez peu d'entreprises qui sont prêtes à les embaucher à ce prix-là. Donc, disent les libéraux, finalement, ce salaire minimum, en créant une rigidité, est responsable du chômage. Donc si on veut résoudre la question du chômage, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de salaire minimum. Il faut, encore une fois, laisser les forces du marché trouver le point d'équilibre en fonction du jeu, de l'offre et de la demande. Voilà. En théorie, hein, en théorie libérale. Encore une fois, dans la pratique, la tendance n'est pas franchement celle-là, puisque l'Allemagne, qui est pourtant un pays plutôt libéral sur le plan de la théorie économique, ordolibéral même on dit, bon, a introduit un SMIC au 1er janvier. Mais il y a encore beaucoup de pays dans le monde où il n'y a pas de ce salaire minimum. Voilà, donc il faut supprimer ce salaire minimum. Ça veut dire accepter de voir le prix du travail baisser, et on va revenir à la situation d'équilibre. Bon. Parce qu'on a voulu créer un SMIC jeune en France, par exemple, c'était ce genre de débat, de réflexion que l'on avait en tête. Hein. Donner de la flexibilité au marché du travail. Voilà, ça c'est dans la doctrine libérale. Hein.
et que l'on retrouve dans tous les manuels d'économie. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça fait à peu près 1 heure. Ouais. Thierry, une demi-heure ? Vous me dites hein, si vous en avez marre. L'idée c'était que j'aille jusqu'au bout des libéralismes, y compris jusqu'au libéralisme d'aujourd'hui, pour aborder la prochaine fois le marxisme et surtout le keynésianisme. Voilà. Alors, bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors, troisième phase du libéralisme. La première, c'est les physiocrates, début, milieu du 18e. Après, on a les classiques. Là, c'est le 19e. Et à la fin du 19e, on voit apparaître un nouveau courant libéral, qui est le courant de Walras d'ailleurs, et que l'on va appeler le courant néoclassique, les nouveaux classiques. Ce sont des nouveaux libéraux. On ne va pas dire néolibéraux encore, on va dire néoclassiques. Mais bon, ce sont des libéraux. Hein. Et l'originalité de ce mouvement, c'est qu'il va fleurir un petit peu partout en Europe. On va le trouver en Angleterre, on va le trouver en France, on va le trouver en Suisse, on va le trouver en Autriche. Hein, j'ai parlé de Hayek tout à l'heure. Hayek, c'était un néoclassique autrichien. Bon, bref. Voilà. Et donc, c'est dans ce courant de pensée que l'on va introduire fortement les mathématiques. Jusqu'à Walras, l'économie est essentiellement une économie littéraire. On écrit beaucoup en économie, on calcule assez peu. Avec les néoclassiques, c'est surtout ça qu'il faut retenir, eh bien, on va scientifiser l'économie. Et ça va véritablement devenir une science mathématique à part entière. Moi, quand j'ai fait mes études d'économie à Nantes, dans les années 70, je me souviens, et j'étais étonné de voir à quel point les mathématiques étaient présents à l'université. On avait des cours de maths pure, et lorsque l'on faisait de l'économie, on faisait encore des mathématiques. Et moi, qui ne connaissais pas l'économie, j'avais fait un bac scientifique, j'étais effaré de voir à quel point les mathématiques pouvaient avoir une importance aussi grande dans une filière économique. Et ça date véritablement de cette époque-là, de la fin du 19e siècle. Alors, voilà. Par exemple, bon, je ne vais pas commenter du tout. Je me suis amusé à aller chercher sur Internet quelques figures de style. Mais dans le monde de l'économie, hein, on n'est pas dans les mathématiques pures, on est vraiment dans l'économie ici. Hein. Ce sont des problèmes économiques que l'on résout grâce à l'outil mathématique. Voilà. Donc, fin 19e, le 20e siècle aussi, je dirais encore aujourd'hui, hein, ce débat existe sur la place des mathématiques dans l'économie, certains la trouvent évidemment excessive. Mais le visage de l'économie va s'en trouver radicalement changé. Et le mot d'économie politique va disparaître. Et la science économique va apparaître, et va s'affirmer. Désormais, l'économie est une science pure et dure. Alors, il y a peut-être un argument un peu politique pour expliquer cette évolution. 19e siècle, c'est la révolution industrielle, c'est Marx. Le manifeste du Parti communiste est publié en 1848, il y a la révolution en France en 1848. Le Capital commence à être publié en 1867, il y a la Commune de Paris en 1870. C'est-à-dire que ces économistes-là, Marx et d'autres, hein, qui font de l'économie politique, évidemment, à des fins politiques, clairement, et même révolutionnaires, on en a un peu marre, finalement, de ces économistes qui utilisent l'économie à des fins politiques. D'accord ? Donc, utiliser les mathématiques, c'est objectiver l'économie et dire que finalement, l'économie n'a pas grand-chose à voir avec la passion des hommes, que l'économie, c'est une science neutre, politiquement, qui cherche à démontrer et qui ne cherche pas à faire la révolution. Voilà. Et donc, c'est sans doute pas un hasard, enfin beaucoup d'historiens de l'économie le disent, c'est sans doute pas un hasard si l'économie s'impose à la fin du 19e siècle, après un siècle où l'économie est fortement marquée par le marxisme, hein, et évidemment une économie très politique. Là,
l'économie devient scientifique. Voilà, et ce mouvement néoclassique va perdurer jusque dans les années 30. C'est-à-dire que cette doctrine libérale, avec un État gendarme, va réussir à s'imposer jusqu'à la crise de 29. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la crise de 29 éclate, contrairement à celle de 2008, je rappelle qu'en 2008, je l'ai dit tout à l'heure, les gouvernements interviennent tout de suite. Même George Bush, qui est pourtant d'obédience libérale, va intervenir, et Obama, évidemment, après lui. Dans toute l'Europe, les États se mettent à intervenir dans les jours qui suivent. Au moment de la crise de 29, c'est pas ce qui se passe. Les États n'interviennent pas. On laisse les forces du marché faire leur œuvre. Et leur œuvre, ça ne va pas être la sortie de la crise. Au contraire, ça va être une économie qui va s'enfoncer progressivement dans la crise. C'est la montée de la misère aux États-Unis, bien entendu d'abord, mais aussi en Europe. Il n'y a pas de filet de sécurité, évidemment, il n'y a pas de couverture sociale à l'époque. Donc c'est la soupe populaire, c'est les gens qui vivent et qui dorment dans les rues, très massivement, par milliers, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas aujourd'hui dans nos économies en crise, parce qu'il y a aujourd'hui quand même des filets de sécurité, même si la crise est quasiment aussi violente en termes de chômage que celle des années 30. Mais le contexte quand même, l'État-providence est passé par là. Et on le mesure dans la situation d'aujourd'hui. Voilà, et donc c'est là que Keynes va apparaître et finalement va faire les préconisations d'intervention de l'État pour corriger cette spirale du marché qui conduit l'économie à s'enfoncer de plus en plus dans la crise. Voilà. Et donc à partir des années 30, peut-être 40, là aussi les économistes ne sont pas forcément d'accord là-dessus, parce que 29, est-ce que c'est la politique keynésienne qui a permis à l'économie de sortir de la crise des années 30? Il y en a qui disent, mais finalement c'est la guerre. Le keynésianisme va être la politique qui va être suivie par Hitler, par exemple. Alors que le rôle, la main visible de l'État, un des tout premiers à appliquer les principes de Keynes, c'est-à-dire de l'intervention de l'État, de la relance de l'économie par l'État, ça va être le keynésianisme de guerre d'Hitler, dès 1933. En 1936, Léon Blum, qui est un ami de Keynes, qui correspond assez régulièrement avec lui, va mettre en place aussi un keynésianisme plus social, plus pacifique. On lui reprochera d'ailleurs de ne pas avoir réarmé d'ailleurs suffisamment tôt. Voilà. Mais on ne peut pas dire véritablement que les politiques keynésiennes aient réussi à sortir l'économie de la crise. En fait, l'économie va s'enfoncer jusqu'à la guerre et la montée des populismes, du totalitarisme en Europe dans les années 30. Donc le keynésianisme, en fait, j'en reparlerai, va surtout se mettre en place après la guerre, au moment où Keynes meurt. Quand on parle de politique keynésienne, on pense aux 30 Glorieuses, en fait. En gros, 1945-1975. Voilà. Mais Keynes est mort en 1946. Bon, en tous les cas, toute la deuxième partie du XXe siècle va être keynésienne. Une bonne partie, en tous les cas. Donc le libéralisme a été dominant, je dirais, on a dit à peu près du milieu du XVIIIe jusqu'au milieu du XXe, pendant 2 siècles. Il a dominé sans partage. Et à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une nouvelle doctrine économique qui va s'imposer, et j'y reviendrai après. C'est ce que l'on appelle encore aujourd'hui le keynésianisme. Alors, je vais terminer quand même assez vite, parce qu'il y a une troisième phase du libéralisme, c'est ce que l'on appelle le néolibéralisme, qui apparaît surtout dans les années 70. Friedman, Hayek sont les figures de ce néolibéralisme. Alors, Hayek, quand même, dès 1947, c'est le début de l'hégémonie keynésienne, je l'ai dit tout à l'heure. Mais lui, toujours fidèle à sa philosophie libérale, va créer, on pourrait dire aujourd'hui un think tank, un groupe de réflexion de libéraux du monde entier, qu'il va appeler la Société du Mont Pèlerin. Voilà. Et les économistes libéraux qui ont envie de faire pièce à Keynes, même si Keynes est mort l'année d'avant, en tous les cas, ils ont envie de faire pièce aux idées keynésiennes, ils vont
et essayer de renouveler la pensée libérale à l'intérieur de ce think tank. La Société du Mont Pèlerin, on va trouver Friedman, il va y aller très très vite, des économistes français, un prix Nobel, Maurice Allais par exemple, qui va avoir le prix Nobel en 1988, il va se retrouver dans cette association, et puis beaucoup d'autres. Voilà. Et ils vont travailler dans l'ombre de Keynes, enfin en tous les cas de la politique keynésienne, pendant à peu près une trentaine d'années. Et ils vont véritablement triompher à la fin des années 70. Mais déjà, le renouveau de la pensée libérale existe dès la sortie de la guerre. Mais personne ne les écoute. Et puis, il y a la crise des années 70, et là, clairement, l'œuvre de Hayek, de Friedman, retrouve audience partout, aux États-Unis, en Europe. Hein. Et je l'ai dit tout à l'heure, ces deux économistes vont influencer Margaret Thatcher, qui va être élue en 1979, sur des bases libérales. Je crois même que le soir de son élection, elle a Hayek au téléphone. C'est dire la proximité idéologique. Et si vous allez sur Internet et vous vous intéressez à ça, et que vous allez chercher autour de... Vous tapez Hayek, Friedman, Thatcher, et vous allez voir à quel point ces deux prix Nobel, qui ont été prix Nobel peu de temps avant, vont influencer la politique menée en Angleterre à ce moment-là, et aux États-Unis. Et Ronald Reagan le dit très clairement, et on voit bien que là, c'est un coup d'arrêt qui est porté à l'hégémonie du keynésianisme aux États-Unis, hein, pas en France, évidemment, mais aux États-Unis. Ne demandez pas à l'État de résoudre votre problème, car votre problème, c'est l'État. Voilà. Et là, clairement, au niveau doctrinal, il y a un renouveau de la pensée libérale. Voilà. Un peu à contretemps en France par rapport à ce mouvement intellectuel, la gauche est élue en 1981 sur une base qui est plutôt keynésienne. Clairement, le programme de François Mitterrand en 1981, il est keynésien. Donc il y a comme un déphasage entre un mouvement des idées très puissant qui va finalement tout emporter, et qui commence à la fin des années 70, et puis l'élection de François Mitterrand en France, qui, elle, va se faire sur un programme keynésien. La construction européenne, par exemple, qui va démarrer en 85, elle va être assez fortement influencée par ce renouveau de la pensée libérale. Et les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui en Europe, par exemple, hein, sont liés à des vices de construction de l'Europe qui datent des années 80. Bon, alors, il y a eu des politiques keynésiennes pendant 30 ou 40 ans, les néolibéraux reviennent sur le devant de la scène, et ils disent il faut commencer par diminuer le rôle de l'État. Voilà. Réduire le rôle de l'État et réduire la politique économique. L'interventionnisme de l'État, ça suffit. C'est ce que dit Ronald Reagan. Voilà. Et Hayek reprend la parabole du boucher d'Adam Smith, hein, donc 3 siècles avant, et il dit le véritable libéral est celui qui est convaincu que la libre négociation entre les hommes est le meilleur moyen d'arriver aux arrangements les plus satisfaisants, et que les solutions imposées par une autorité centrale, l'État, seront toujours moins satisfaisantes que ces arrangements. Voilà. Donc c'est clairement un retour au libéralisme originel, d'une certaine manière. Retour du marché. Donc la France nationalise en 1981-82 la droite républicaine très libérale en 1986 avec Jacques Chirac, je crois, qui est le premier ministre de cohabitation de François Mitterrand, si je me souviens bien. Tout de suite, le programme qui est appliqué est un programme libéral, profondément libéral. Et il y a donc un détricotage des nationalisations du début des années 80. Également du droit du travail, qui va commencer à être également remis en cause à partir de 1986 également. Voilà, donc il y a véritablement un retour du marché. Hein, et on l'observe également en France. Mais on va même plus loin. Il y a même des économistes libéraux américains, Gary Becker, prix Nobel lui aussi en 1992, et ça va vous intéresser, je pense, qui va considérer qu'on peut même étendre le marché en dehors même du champ de l'économie. C'est-à-dire, si on considère que les individus sont rationnels, qu'ils prennent les bonnes décisions,
qui font des calculs économiques satisfaisants, comme dit Hayek, eh bien, pourquoi ne pas étendre la sphère du marché en dehors même de l'économie? Je vais donner deux exemples. Hayek s'est prononcé, par exemple, récemment, avant sa mort, Gary Becker, pardon, qui est mort lui aussi, je crois, lui tout récemment, en 2012, me semble-t-il. Il s'est exprimé en faveur du don d'organes payants. Les dons d'organes existent, mais dans la législation française, un organe n'est pas un produit qui peut être marchandisé, quoi. Bon. Il s'est exprimé aussi, je crois, sur le don du sang, de la même manière. Et il considère que c'est quand même dommage que des personnes meurent parce qu'ils ne reçoivent pas d'organes, et que donc on peut parfaitement imaginer de créer un marché des organes qui permettrait à des personnes qui ont des besoins de financement de vendre des organes qui pourraient ensuite être transplantés à des personnes qui ont ce besoin d'organes, contre argent. D'accord? Créer un véritable marché des organes. Voilà, il a fait cette proposition. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez Becker, don d'organes, et vous allez retrouver ce que je suis en train de vous dire là. Bon. Sur le débat autour des mères porteuses, c'est aussi un petit peu ce type de problématique qu'il y a derrière, sur la marchandisation. Jusqu'où on va dans la marchandisation? Est-ce qu'il y a des limites au marché ou pas? Pour Gary Becker, non. Dans le domaine aussi judiciaire, il a fait des propositions. Si on considère qu'un criminel est un être rationnel, y compris lorsqu'il commet son crime, qu'il fait un calcul de type coût-avantage en tant qu'individu, si le gain est important et la peine est faible, on risque de voir la criminalité augmenter. Donc si on veut réduire la criminalité, dit-il, il faut qu'il y ait des peines qui soient suffisamment dissuasives pour augmenter le coût, de manière à ce que dans le calcul économique du criminel, le coût étant très élevé par rapport au gain, et finalement ça contribue à réduire la criminalité. Voilà, c'est ce type de théorie économique appliquée à un domaine qui n'est pas celui de l'économie, puisque là on parle de problèmes de justice, qui fait école d'ailleurs aux États-Unis, puisque dans le droit américain, on a intégré un certain nombre des principes de Gary Becker. Bon, ça c'est pas forcément très important, mais quand même. Pourquoi la théorie keynésienne a été remise en cause dans les années 70? Souvenez-vous, fin des années 70, début des années 80, l'inflation. Beaucoup d'inflation. Et pour les libéraux, l'inflation est le résultat des politiques expansionnistes des keynésiens. Aujourd'hui, là, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, Mario Draghi a décidé de faire une grande opération de création monétaire de plus de 1000 milliards dans la zone euro. Les libéraux crient au scandale et disent que cette politique est potentiellement inflationniste. Bon, ce n'est pas franchement le cas aujourd'hui en Europe, il n'y a pas beaucoup d'inflation, mais ce genre de politique expansionniste est considéré par les libéraux comme néfaste. C'est pour ça que l'Allemagne s'est opposée jusqu'au bout à ce que la Banque Centrale Européenne mène cette politique d'inspiration keynésienne, pour le coup. Bon, donc c'est ce que l'on appelle la doctrine monétariste. Et puis réduire le train de vie de l'État, réduire le budget de l'État, par la baisse de la pression fiscale, et aussi par la diminution des politiques de redistribution, et ça ce sont des débats actuels. Un économiste proche de Ronald Reagan, Arthur Laffer, aurait dessiné ce petit schéma sur un coin de table dans un restaurant dans les années 70. Ça c'est la légende, je ne sais pas si c'est vrai. En tous les cas, Ronald Reagan en a fait un de ses conseillers et il a expliqué que finalement, et ça c'est le point de vue de ces néolibéraux par rapport à la fiscalité suit cette courbe-là. Si le taux d'imposition augmente axe des abscisses horizontalement, dans un premier temps les recettes fiscales vont augmenter, donc c'est bon pour l'État. Mais, dit-il, et tout le problème est de savoir à quel niveau on s'arrête évidemment, si on continue d'augmenter la pression fiscale, alors les recettes fiscales vont commencer à diminuer. Donc tout le jeu consiste
à essayer de trouver le taux d'imposition qui maximise les recettes. Mais le taux d'imposition optimal n'est pas le taux d'imposition maximal. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut trouver un taux d'imposition qui soit relativement faible, en fait. Hein? Voilà, trop d'impôts tue l'impôt, c'est la citation que l'on doit à cet économiste néolibéral américain qui a donc été un des conseillers de Ronald Reagan dans les années 80. Voilà, dernière chose, et je crois que ça va être à peu près la fin. Une autre question aussi turlupine pas mal les économistes libéraux, je vous l'ai expliqué brièvement tout à l'heure à travers le petit schéma, c'est la question de la flexibilité du marché du travail. Et de dire à nouveau aujourd'hui que s'il y a chômage, c'est parce que le marché du travail est trop rigide et qu'il faut le flexibiliser. Voilà. Ça fait partie des débats aujourd'hui entre les partenaires sociaux, aujourd'hui même, hein, entre le MEDEF et les organisations syndicales sur la représentativité des syndicats et sur... voilà. Alors, on a beaucoup parlé en France de flexi-sécurité, c'est essayer de trouver un bon mix entre la flexibilité et la sécurité. Mais pour les libéraux, il faut véritablement remettre en cause un certain nombre de dispositions du droit du travail qui sont trop contraignantes et qui empêchent le marché du travail de pouvoir s'ajuster librement et donc de réduire le chômage. Voilà, peu de temps avant la mort de Milton Friedman, j'ai trouvé ça dans une revue politique internationale, voilà ce qu'il dit en 2003. Et la boucle est bouclée. Il faut revenir aux économistes, aux principes des économistes classiques de la fin du XIXe siècle. Donc Adam Smith, Jean-Baptiste Say, tous ceux que j'ai présentés un peu rapidement tout à l'heure. Abandon des politiques budgétaires et limitation de la création de monnaie par l'État. Voilà, ça c'est une remise en cause de la politique économique keynésienne. Diminution des dépenses sociales de l'État-providence, privatisation des entreprises publiques et déréglementation, et enfin, quatrième préconisation, flexibilité de l'emploi et des salaires. Voilà. Le cœur de la doctrine libérale, néolibérale, mais on la trouve déjà, encore une fois, et Friedman le dit, on la trouve déjà dans les origines de la pensée libérale, c'est essayer de revenir à ces quatre éléments fondamentaux. Hein. Capacité à contenir les pouvoirs de l'État, donc retour à l'état gendarme du XVIIIe siècle, état de droit, et en particulier garantir les droits de propriété, propriété privée, marché libre, sont les ingrédients nécessaires pour qu'un processus durable de croissance et de développement puisse s'enclencher. Voilà. Ça c'était, et je m'arrêterai là, c'était finalement, voilà, ça boucle les libéralismes, donc je les rappelle brièvement, physiocratie, classique, néoclassique, néolibéraux, et là on a plus de 2 siècles de pensée libérale. Voilà, je vous remercie.